dans les ombres tremblantes d'une grange oubliée au cœur de la Provence. Étienne Moreau sentit le monde s'effondrer une fois de plus quand la lettre arriva. Froissée dans sa main calleuse, annonçant que le village entier l'avait rayé de la liste des âmes dignes d'amour. Rejeté par sa famille pour son cœur qui battait au rythme d'un secret trop longtemps tu. Il serra contre lui les 11 petits corps orphelins qui étaient devenus sa raison de respirer. Leurs yeux écarquillés le suppliant en silence de ne pas les abandonner à la nuit qui s'abattait. Mais ce soir-là, alors que les larmes coulaient comme la pluie d'automne sur les tuiles usées, un bruit sourd retentit à la porte, le craquement d'une botte contre le bois. Et une silhouette massive, imprégnée de poussière et de mystère, franchit le seuil. Un cow-boy égaré dont le regard croisa le sien, allumant une étincelle que ni l'un ni l'autre n'avait osé espérer. Étienne, ce Français de 42 ans aux épaules larges forgées par des années de labeur solitaire, avait fui Paris 10 ans plus tôt. Chassé par les murmures haineux d'une société qui préférait enterrer ses fils différents plutôt que de les embrasser. La capitale, avec ses lumières factices et ses amours volés dans les ruelles sombres, l'avait brisé trop souvent, un amant parti sans un mot. Une promotion refusée sous prétexte d'un comportement inadapté. Et enfin, la famille qu'il avait reniée lors d'un dîner de Noël où son père avait jeté son assiette contre le mur en hurlant que l'enfer valait mieux qu'un fils comme lui. Il s'était réfugié dans ce coin reculé de Provence, près d'Avignon, où les champs de lavande s'étendaient comme une mer violette apaisante, et où une vieille ferme héritée d'une tante excentrique lui offrait un refuge. Là, il avait transformé sa douleur en force, ouvrant ses portes à 11 orphelins abandonnés par le monde ou des enfants aux histoires brisées, venus des 4 coins de France et d'ailleurs, que les services sociaux avaient jugé trop difficiles à placer. Parmi eux, il y avait Léa, une fillette de 5 ans aux boucles afro indisciplinées. Arrivée d'un foyer parisien où sa mère toxicomane l'avait laissée seule avec un chat errant, elle s'accrochait à Étienne comme à une bouée, appelant ses dîners de soupe aux légumes le festin des anges. Puis venait Amir. 8 ans. Un garçon aux yeux sombres d'origine maghrébine. Orphelin de guerre qui avait traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune avant d'atterrir dans un centre d'accueil surpeuplé, il dessinait des chevaux sauvages sur les murs de la grange, murmurant que ces bêtes libres lui rappelaient la liberté qu'il avait perdue. À 12 ans. Sofia. Une adolescente espagnole adoptée puis rejetée par une famille française intolérante, cachait son journal intime sous son oreiller, y griffonnant des poèmes sur l'amour qui brille même dans les tempêtes. Les autres suivaient, les jumeaux Lucas et Matteo. 10 ans. Italiens blonds et turbulents, rescapés d'un accident de voiture qui avait emporté leurs parents, Jade. 14 ans. Une métisse vietnamienne au tempérament de feu, qui réparait les tracteurs avec une dextérité surprenante, et ainsi de suite jusqu'à Noah. Le plus grand a 17 ans. Un jeune homme timide aux cheveux roux irlandais, qui aidait Étienne au chant et qui, dans les nuits sans sommeil, confiait ses propres doutes sur son identité naissante. Un secret qu'Étienne protégeait comme un trésor fragile. La ferme n'était pas un paradis, c'était un combat quotidien contre la terre ingrate. Les factures qui s'empilaient comme des nuages d'orage. Et les regards suspicieux des villageois d'Arles. À quelques kilomètres. Le sodomite et ses bâtards, chuchotait-il au marché, refusant de vendre leurs produits à Étienne, le laissant mendier des graines pour ses champs. Pourtant, dans cette adversité, une famille s'était tissée, fil par fil, avec des rires autour du feu de cheminée, des berceuses en provençal pour apaiser les cauchemars, et des leçons sur l'amour qui transcendent les chaînes sociales. Étienne leur enseignait que le cœur n'a pas de genre, que la force naît de la vulnérabilité, et que chaque rejet est une porte vers une plus grande vérité. Mais au fond de lui,
Une solitude béante le rongeait, depuis son exil. Il n'avait plus connu la chaleur d'un corps contre le sien, ni le frisson d'un regard complice. Ses nuits étaient hantées par des souvenirs d'amour passé, éphémères comme le mistral qui balayait les vignes. C'est dans ce cocon précaire que Jack Harlan apparut. Tel un mirage surgit des plaines texanes. Âgé de 38 ans. Ce cow-boy américain aux traits ciselés par le soleil impitoyable du ranch familial, un menton volontaire ombré d'une barbe naissante. Des yeux bleus comme l'océan Atlantique qu'il avait traversé pour fuir ses propres démons, avait atterri en Provence par un caprice du destin. Fuyant un Texas étouffant où son orientation avait valu à son père, un éleveur intransigeant, de le chasser avec un fusil à la main après avoir surpris un baiser volé avec un ouvrier du ranch. Jack avait vendu son cheval et traversé l'Atlantique sur un cargo de vin, cherchant un nouveau souffle dans les terres européennes qu'il imaginait plus tolérantes. Embauché comme saisonnier par un vigneron local, il errait les routes poussiéreuses, son chapeau Stetson cabossé et ses bottes éraflées trahissant son héritage western. Ce soir fatidique, une averse torrentielle l'avait surpris alors qu'il cherchait un abri, la grange d'Étienne, isolée au bout d'un chemin de terre, fut la première lumière dans l'obscurité. Quand Jacques poussa la porte, dégoulinant d'eau, son regard accrocha celui d'Étienne comme un éclair. Les enfants, tapis dans les coins sombres chargés de foin et d'outils rouillés, retinrent leur souffle. Léa se blottit plus fort contre les jambes d'Étienne, tandis qu'Amir serrait son crayon comme une arme. Désolé pour l'intrusion, monsieur, gronda Jacques d'une voix rauque teintée d'un accent texan roulant comme un tonnerre lointain. La pluie m'a surpris. Je ne cherche que de quoi m'abriter jusqu'au matin. Étienne, le cœur battant à tout rompre, observa cet intrus, grand, musclé, avec une cicatrice fine barrant sa joue gauche. Souvenir d'une chute de cheval ou peut-être d'une bagarre pour défendre son honneur. Il y avait en lui une vulnérabilité masquée par une assurance de pionnier. Une solitude qui résonnait avec la sienne comme un écho douloureux. Sans un mot, Étienne hocha la tête et désigna un coin de la grange où du foin frais formait un lit improvisé. Les enfants, curieux malgré la peur, observèrent en silence tandis que Jacques ôtait son chapeau, révélant des cheveux châtains humides plaqués sur son front. Ce geste simple, un merci murmuré. Un regard qui s'attarda un instant de trop planta la graine d'une connexion interdite. Au petit matin, quand la pluie cessa, Jacques ne partit pas. J'ai vu vos champs, là dehors, dit-il en aidant Étienne à traire les chèvres. Ils ont besoin d'une main ferme. Laissez-moi payer ma dette en travaillant. Étienne hésita, les villageois étaient déjà prompts à la médisance. Et un étranger, un Américain aux allures de cow-boy, ne ferait qu'attiser les flammes. Mais les yeux de Jacques, implorant sans l'admettre, et les sourires timides des enfants qui le suivaient comme un chiot curieux, firent pencher la balance. Les jours suivants furent un tourbillon de labeur partagé et de silence complice. Jacques, avec son expérience des vastes ranches texans, transforma les champs délaissés en un tapis verdoyant de blé et de lavande. Il apprit aux garçons à manier la faux comme un lasso, raconta des histoires de rodéo sous les étoiles à Sophia qui buvait ses paroles, et même chanta des ballades country en anglais à Léa, qui riait aux éclats en imitant son accent. Étienne, observant de loin, sentait une chaleur interdite monter en lui, la façon dont Jacques riait, tête jetée en arrière, révélait une gorge musclée qu'il imaginait effleurer du bout des lèvres, la sueur perlant sur son torse quand il réparait la toiture. Un spectacle qui le forçait à détourner les yeux, le cœur serré de désirs refoulés. Pourtant, la méfiance persistait. Une nuit,
Alors que les enfants dormaient, Jacques confia à Étienne. Assis près du feu crépitant, mon père m'a jeté dehors parce que j'aimais un homme. Il disait que ça souillait le nom Harlan. Et toi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Au milieu de nulle part? Les mots d'Étienne jaillirent comme un torrent libéré, le rejet familial. Les nuits solitaires à Paris. La joie et la douleur d'élever ces 11 âmes brisées qui étaient sa rédemption. Jacques écouta. Son visage buriné adouci par l'empathie. Et posa une main sur l'épaule d'Étienne, un contact fugace. Électrique. Qui les fit tous deux reculer comme brûlés. On est des survivants. Toi et moi. Murmura Jacques. Des hommes qui aiment contre le vent. Ce fut le début d'une danse délicate. Faite de regards volés pendant les moissons. De rires partagés lors des dîners frugaux où les enfants exigeaient que Jacques raconte l'histoire du cow-boy qui dompte les tempêtes. Mais la Provence n'était pas le Far West, les murmures du village d'Arles enflèrent bientôt en un grondement menaçant. Le maire? Un homme au visage rougeau et aux idées étroites. Convoqua Étienne, cet Américain que tu héberges. C'est un voyou. Et toi? On sait tout ce que tu es. Si tu ne le renvoies pas, on fermera ta ferme. Les orphelins iront ailleurs, des familles normales au point. Le cœur d'Étienne se serra comme dans un étau. Renoncer à Jacques signifierait plonger dans un abîme de solitude renouvelée. Mais protéger les enfants passait avant tout. Il confronta Jacques au crépuscule. Près de la grange où tout avait commencé. Pars. Jacques. Il te déteste déjà à cause de moi. Je ne peux pas risquer la famille que j'ai construite. Jacques. Les yeux flamboyants de colère contenue. Attrapa le poignet d'Étienne. Et si je restais? Pour toi. Pour eux. On affronte ça ensemble. Les lèvres de Jacques frôlèrent celles d'Étienne dans un baiser impulsif. Désespéré. Chargé de la passion refoulée de deux âmes affamées. Ce fut un feu qui consuma leurs doutes. Un instant de pure vulnérabilité sous le ciel provençal parsemé d'étoiles. Mais la tempête éclata plus vite qu'ils ne l'avaient anticipé. Le lendemain. Une foule en colère. Menée par le maire et des fermiers jaloux. Déferla sur la propriété. Foutez le camp. Les déviants. Rendez-nous les enfants, hurlèrent-ils. Brandissant des fourches et des torchets. Les orphelins. Terrifiés. Se cachèrent dans la grange. Tandis qu'Étienne et Jacques se dressèrent côte à côte. Formant un rempart humain. Amir. Tremblant. Murmura, papa Étienne. Ils vont nous prendre? Étienne? La voix ferme malgré la peur. Répondit, jamais. Vous êtes à nous? Et nous à vous. La confrontation tourna au chaos, un coup de poing vola. Jacques riposta avec la précision d'un rodéo. Protégeant Étienne d'un assaillant. Au milieu des cris. Sophia surgit. Son journal à la main. Lisant à voix haute ses poèmes sur l'amour universel. Soutenue par les jumeaux qui chantaient une berceuse provençale. Noah. Le plus âgé. Affronta le maire, vous parlez d'amour? Vous n'en connaissez rien. La police locale. Alertée par un appel anonyme plus tard révélé comme celui d'une voisine compatissante. Dispersa la foule. Mais le mal était fait. Les services sociaux débarquèrent. Menaçant de disperser les enfants dans des foyers impersonnels. Étienne, au bord du gouffre, trouva en Jacques un allié inattendu, l'Américain. Avec son passeport et ses contacts aux États-Unis. Contacta des associations LGBT internationales.
transformant leur drame personnel en un cri public. Les médias français s'emparèrent de l'histoire, un père gay et un cow-boy contre l'intolérance provençale. Les dons affluèrent. Les villageois divisés se rangèrent peu à peu du côté de la justice. Et le maire, discrédité, démissionna. Au fil des mois, la ferme fleurit littéralement, les champs prospérèrent sous les mains unies d'Étienne et Jacques, qui officialisèrent leur union dans une cérémonie simple, entourés des enfants qui portaient des couronnes de lavande. Jacques apprit le français, tressant des éléments texans dans leur tradition ou des barbecues sous les oliviers. Des danses country adaptées aux airs de Mistral. Les orphelins grandirent. Portant en eux les leçons d'un amour résili, Léa devint une artiste qui peignait des arcs-en-ciel sur les murs du village, Amir. Un vétérinaire pour animaux errants, Sophia. Une poétesse dont les mots guérissaient les cœurs brisés. Pourtant, le vrai triomphe vint un soir d'été. 5 ans plus tard. Quand Jacques, agenouillé dans la grange rénovée désormais un atelier communautaire pour les jeunes LGBT de la région, offrit à Étienne un anneau forgé d'un fer à cheval texan. Tu m'as sauvé, Étienne. Pas seulement de la pluie ce soir-là, mais de l'abîme. Ensemble, on n'a bâti plus qu'une ferme, un foyer où l'amour n'a pas de frontières. Étienne, les larmes aux yeux, l'embrassa sous les applaudissements des 11 enfants. Désormais une famille élargie par des adoptions officielles et des rires contagieux. Dans cette Provence revigorée, ils apprirent que le rejet n'est qu'un chapitre. Et que l'amour, vrai et indomptable, réécrit les fins les plus sombres en légendes éternelles. Les années passèrent. Et la grange devint un symbole, ouverte à tous les âmes perdues. Elle accueillit des ateliers sur l'acceptation. Des fêtes où cow-boys et provençaux dansaient ensemble. Étienne et Jacques, vieillis mais toujours enlacés, regardaient leurs enfants s'envoler certains vers Paris pour étudier. D'autres pour voyager, portant le flambeau d'une tolérance conquise de haute lutte. Et dans les nuits calmes, quand le vent murmurait à travers les lavandes, ils se rappelaient ce premier regard. Cette porte ouverte non seulement à un abri, mais à un avenir où l'amour triomphe toujours. Dans les méandres de sa mémoire, Étienne revivait souvent ces années parisiennes qu'il avait forgées dans le feu de la douleur. À 25 ans, fraîchement diplômé en agronomie de l'université de Montpellier, il avait débarqué dans la ville lumière avec des rêves d'égalité et d'horizons infinis. Les boulevards haussmanniens, bruissants de vie, lui promettaient une liberté qu'il n'avait connue qu'en secret dans sa jeunesse provençale, où les messes dominicales de son village natal étouffaient toute dissidence. Son premier amour, un étudiant en art nommé Julien, aux cheveux noirs comme la nuit et aux lèvres toujours ourlées d'un sourire espiègle, avait été un raz-de-marée. Ils se rencontraient dans les cafés enfumés de Montmartre, mains entrelacées sous la table, chuchotant des promesses d'éternité. Mais Julien, fils d'un député conservateur, choisit la carrière sur le cœur, le quittant pour un mariage arrangé qui le lia à une femme qu'il n'aimait pas. C'est pour le mieux, Étienne. Le monde n'est pas prêt, avait-il dit, les yeux fuyants. Le vide laissé par Julien se combla bientôt par des nuits solitaires dans des bars underground du Marais, où les corps se frôlaient dans l'anonymat, mais où l'âme restait affamée. Étienne grimpa les échelons d'une firme agricole, devenant chef de projet pour des vignobles bordelais. Mais chaque promotion était entachée de regards obliques, un collègue surpris en train de le dévisager dans les vestiaires, un supérieur qui le conseillait discrètement de se marier pour stabiliser l'image. Puis vint le Noël fatal, chez ses parents à Aix-en-Provence. Sa sœur cadette,
Marie avait supplié, dis-leur. Étienne. On t'aime. Mais quand il la voit assis autour de la table garnie de bûches et de vin chaud, son père explosa, tu n'es plus mon fils. Sors d'ici. Abomination. Sa mère pleura en silence. Et même Marie, terrifiée, ne put le défendre. Étienne partit cette nuit-là, dormant dans sa voiture garée sur une route déserte, jurant de ne plus jamais plier. C'est ainsi qu'il hérita de la ferme d'Arles. Un legs inattendu de sa tante Isabelle. Une femme excentrique qui avait fui le mariage pour voyager en Afrique et collectionner des masques tribaux. La maison, croulante mais pleine de potentiel, devint son sanctuaire. Les premiers orphelins arrivèrent par hasard, Léa, déposée un soir d'hiver par une assistante sociale épuisée. Avec un sac contenant une poupée usée et un mot, elle a besoin d'un miracle. Étienne, sans expérience mais avec un cœur débordant, l'accueillit, apprenant à tresser ses cheveux et à chasser ses peurs avec des contes de fées provençaux. Amir suivit. Envoyé d'un centre à Marseille où les bagarres quotidiennes menaçaient sa survie, il arriva muet. Mais Étienne le gagna avec un chiot trouvé dans les champs, baptisé l'Espoir. 1-1. Les autres affluèrent, Sophia, fugueuse de Lyon, qui s'était scarifié les bras pour hurler son mal-être, les jumeaux Lucas et Matteo, orphelins d'un crash sur l'autoroute du Soleil. Séparés jusqu'à ce qu'Étienne les réunisse dans une bataille juridique acharnée contre la bureaucratie. Jade, rebelle de 14 ans, arriva menottée après une rixe dans un lycée de Nice. Mais sa passion pour la mécanique transforma la grange en atelier. Noah, le dernier, fut placé à 12 ans. Un adolescent irlandais-français dont les parents adoptifs l'avaient abandonné en découvrant ses attirances pour les garçons a un écho si proche du destin d'Étienne qu'il le prit sous son aile comme un frère aîné. Ses enfants n'étaient pas faciles, les cris éclataient comme des orages, Amir cassait tout dans ses colères nocturnes. Sophia s'enfermait des jours entiers. Jade défiait l'autorité à chaque repas. Étienne apprit à écouter. À guérir par l'action en plantant des arbres pour symboliser les racines nouvelles. Organisant des veillées où chacun contait son histoire sans jugement. Nous sommes une mosaïque, leur disait-il. Et chaque pièce brille parce qu'elle est unique. Pourtant, la charge était lourde, les nuits où il pleurait seul dans la cuisine, comptant les euros pour le lait et les livres. Il se demandait si son amour valait le sacrifice. L'arrivée de Jacques raviva ses souvenirs. Comme si le destin conspirait pour combler les failles. Le cow-boy, avec son passé texan de rodéo et de rejets familiaux, apportait une fraîcheur brute, il apprit à Léa à monter un poney sauvage qu'il avait dompté. Transforma les disputes des jumeaux en compétitions amicales de lancer de fer à cheval. Et écouta Noah sans un mot de travers, partageant ses propres luttes avec une franchise désarmante. Leur romance, naissante et fragile, se tissait dans les interstices du quotidien, un effleurement de main lors de la récolte des olives. Un baiser volé derrière la remise pendant que les enfants dormaient. Mais l'ombre du village planait. Et bientôt, les premières menaces se concrétisèrent. Un matin, en rentrant du marché les mains vides, les marchands l'avaient snobé une fois de plus. Étienne trouva une croix gammée gravée sur sa porte. Accompagné d'un billet, les monstres n'élèvent pas d'enfants. Jacques, furieux, voulut riposter. Mais Étienne le retint, pas de violence. C'est eux qui perdent. Pourtant, intérieurement, la peur grandissait. Les enfants sentaient la tension, Sophia écrivit un poème rageur, leurs mots sont des chaînes. Mais notre amour est le vent qui les brise. Lors d'une assemblée familiale improvisée dans la cour, ils décidèrent de se battre,
pétitions, appels à des associations, et même une lettre ouverte au journal local. Signée par tous, y compris les plus petits qui apposèrent leurs empreintes en guise de paraphe. La vague d'intolérance culmina lors de la fête du village. La feria d'Arles, où les taureaux et les danses traditionnelles masquaient les haines enfouies. Étienne avait hésité à y aller. Mais Jade insista, montrons-leur qui on est. Ils arrivèrent en cortège. Les enfants parés de rubans colorés. Jacques en chemise à carreaux texane. Étienne en chemise provençale brodée. Les regards fusèrent. Mais aussi des sourires inattendus ou une vieille lavandière qui glissa un panier de fruits à Léa. Un boulanger qui cligna de l'œil à Jacques. Puis, le drame, le maire, ivre de vin rosé, interpella Étienne publiquement, toi et ton amant américain. Vous corrompez nos traditions. Les enfants? Venez avec des vrais hommes. La foule gronda. Mais Noah s'avança. La voix tremblante, monsieur le maire. Un vrai homme protège ceux qu'il aime. Peu importe qui ils aiment en retour. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jacques, sentant le vent tourner, prit la parole dans un français approximatif mais poignant, en Texas. On dit que le courage, c'est pas de haïr, c'est de chevaucher avec le troupeau. Même quand il rue. Applaudissements épars. Puis croissants. Ce soir-là, autour d'un feu de camp improvisé, des villageois vinrent s'excuser. Touchés par la bravoure des enfants. La grange. Ce soir-là, résonna de rire le premier vrai banquet depuis l'arrivée de Jacques. Avec du gigot rôti et des histoires croisées de cow-boys et de troubadours. Mais la paix fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, une inspection surprise des services sociaux révéla des irrégularités, la ferme trop exiguë. Les revenus trop modestes. Monsieur Moreau. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Les enfants méritent la stabilité, déclara l'inspectrice. Une femme au chignon serré et au regard compatissant mais inflexible. Étienne, acculé, vit Jacques bondir, stabilité? C'est ici qu'ils l'ont trouvé. Regardez-les, ils rient. Ils grandissent. Vous voulez les briser pour un formulaire? La dispute fit les gros titres. Et avec l'aide d'un avocat pro bono contacté via une ONG LGBT. Ils contre-attaquèrent avec des témoignages émouvants des enfants eux-mêmes. Filmés dans un documentaire amateur qui viralisa sur les réseaux. Au cœur de cette bataille, l'amour entre Étienne et Jacques s'approfondit. Passant de la tendresse volée à une passion assumée. Une nuit d'orage. Alors que la foudre illuminait la Provence. Ils s'unirent dans la chambre d'Étienne. Corps entrelacés dans une danse lente et fiévreuse. Murmurant des vœux silencieux contre l'oreiller. Tu es mon horizon. Jacques. Souffla Étienne. Et toi? Mon encre? Répondit le cow-boy. Sa voix brisée par l'émotion. Le matin suivant, ils annoncèrent aux enfants leur engagement. Et la joie collective au câlin. Dessin de cœur. Une danse spontanée dans la cuisine scella leur famille. Jacques Arlan n'avait pas prévu que la Provence, avec ses collines douces et ses marchés parfumés au thym, guérirait les plaies suppurantes de son âme texane. À 38 ans, il portait encore les stigmates de son ranch natal près d'Austin, les callosités aux mains d'innombrables lassos lancés. La cicatrice sur la joue d'une chute lors d'un rodéo où il avait frôlé la mort pour prouver sa valeur à un père qui ne voyait en lui qu'un héritier défaillant. Son enfance avait été un western sans happy end, élevé au son des coyotes hurlant sous la lune pleine. Il chevauchait avec son père. Big Jim Arlan.
Un colosse au tempérament de taureau. Qui prêchait la Bible du dimanche et la dureté des lundis. Un homme Harlan ne plie pas. Fiston. Et il n'aime pas comme une femme. Grondait-il. Ignorant les regards que Jacques jetait en secret au jeune cow-boy du ranch voisin. Le coming out. À 25 ans. Après un baiser passionné avec Travis. Le fil du contremaître. Avait été un ouragan. Big Jim les surprit dans l'étable. Son fusil chargé pointé sur la poitrine de Jacques. Espèce de pervers. Tu déshonores ta mère, hurla-t-il. Chassant son fils unique sous une pluie battante. Sans un sou ni un adieu. Travis. Terrifié. N'osa pas le suivre. Jacques erra alors d'un ranch à l'autre, domptant des mustangs sauvages pour noyer son chagrin. Dormant sous les étoiles qui lui rappelaient cruellement la solitude. Un soir, dans un saloon poussiéreux de Dallas, il rencontra un Français expatrié qui lui parla des vignes provençales comme d'un paradis perdu. Là-bas, l'amour pousse comme la vigne, entêtant et éternel. 8 ans plus tard, après avoir économisé sou par sou sur des contrats d'élevage, Jacques embarqua pour Marseille. Son chapeau comme seul bagage. Arles le frappa par sa beauté antique, les arènes romaines. Les platanes bordant le Rhône. Mais aussi par son conservatisme rural qui lui rappelait trop le Texas. Embauché pour la vendange. Il logeait dans une mansarde humide. Hanté par des cauchemars où son père le traquait à cheval. L'orage qui le mena à la grange d'Étienne fut salvateur, non seulement l'abri. Mais ce regard d'Étienne. Vert comme les prairies texanes après la pluie. Qui le transperça. Travailler à la ferme fut une révélation, les champs provençaux. Moins vastes mais plus intimes. Lui apprirent la patience. Et les enfants, avec leur chaos joyeux, comblèrent le vide d'un frère qu'il n'avait jamais eu. Pourtant, Jacques luttait intérieurement. Ses nuits étaient peuplées de doutes, était-il digne d'Étienne? Cet homme si ancré dans sa terre? Ses manières texanes, son rire tonitruant. Sa façon de jurer en anglais choquait parfois les enfants. Comme quand il traita un tracteur récalcitrant de fils de poulinière. Léa. Avec sa candeur. Le taquina, t'es un vrai cow-boy. Tonton Jacques? Tu vas nous apprendre à tirer? Il rit. Mais intérieurement, la peur de les blesser le rongeait. Lors d'une promenade solitaire le long du Rhône, il confia à Étienne, « Je suis un étranger ici. Ton monde est si beau, si fragile. Et si je le brise ?» Étienne, posant une main sur sa nuque, répondit, « Tu l'enrichis. Mon amour. » Comme le Mistral qui secoue les vignes pour qu'elles portent plus de fruits. Les enfants, eux, évoluaient sous cette double influence. Amir, autrefois muet de terreur, commença à parler en provençal matiné d'anglais texan, apprenant à Jacques des mots arabes hérités de sa grand-mère. Chucrant pour le cheval. Tonton, disait-il en caressant le poney que Jacques avait dressé. Sophia, dont les poèmes s'assombrissaient parfois de doutes adolescents sur son corps en mutation. Trouva en Jacques un confident bourru, il lui offrit un vieux lasso. Disant, la beauté. C'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on attrape dans le cœur. Les jumeaux, Lucas et Matteo, organisèrent un rodéo provençal avec des chèvres récalcitrantes. Riant aux éclats quand Jacques se fit renverser. Jade, la mécanicienne en herbe, répara la camionnette de Jacques avec des pièces texanes improvisées, forgeant un lien père-fille taillé dans l'acier. Noah,
Le plus proche de Jacques en âge et en lutte. Partagea des bières volées sous les étoiles. Confessant, je me sens comme toi. Tonton. Paumé. Mais vivant. Jacques. Les yeux humides. L'étreignit, c'est le début. Fiston. Le monde s'ouvre quand on ose regarder dedans. Ces moments de grâce furent contrebalancés par des crises. Une fièvre printanière frappa la ferme, 3 enfants alités. Étienne épuisé à veiller. Jacques courant au village pour des médicaments malgré les regards hostiles. Le pharmacien refusa de servir Elia américain, forçant Jacques à supplier une nonne compatissante. Ce soir-là, brisé, il explosa, pourquoi ils nous haïssent autant? Étienne? On fait que du bien. Étienne? Pâle de fatigue. Le serra contre lui, parce qu'ils ont peur de leur propre ombre. Mais nous? On allume la lumière. Leur étreinte se transforma en une nuit d'amour tendre. Où les corps parlèrent ce que les mots ne pouvaient, gratitude. Désir. Promesse. L'été apporta un tournant, une association LGBT de Paris. Touchée par leur histoire via le documentaire, proposa des bourses pour les enfants. Sophia partit pour un camp d'écriture à Avignon, revenant avec un recueil dédié à la famille arc-en-ciel. Amir gagna un concours de dessin. Son cheval sauvage primé par un galeriste marseillais. Mais la joie fut ternie par une lettre anonyme, le cow-boy va payer. On sait pour ses nuits avec le sodomite. Jacques, hanté, insista pour une arme, un vieux fusil de chasse trouvé dans la grange. Mais Étienne le désarma, pas comme ça. On gagne par l'amour, pas par la peur. La nuit où la menace se matérialisa fut un cauchemar éveillé. Des phares balayèrent la cour à minuit, 3 hommes masqués. Des villageois radicaux forcèrent la porte, visant Jacques endormi. Étienne, alerté par un bruit, surgit avec une fourche, les enfants, réveillés, hurlèrent. Jacques se leva d'un bond, plaçant son corps devant les petits. Et dans la bagarre, un coup de poing envoya un assaillant au sol. La police, arrivée grâce à un appel de Jade qui avait composé le numéro en secret, arrêta les intrus. Le matin, les journaux titrèrent « Attaque homophobe en Provence, un cow-boy protège sa famille choisie ». Ce drame unit le village divisé. Des pétitions circulèrent pour soutenir la ferme, le boulanger offrit du pain gratuit. La lavandière des huiles essentielles pour les maux. Jacques, blessé à l'épaule, soigna sa plaie avec Étienne. Murmurant, c'est fini. On peut respirer? Étienne, embrassant la cicatrice fraîche, presque. Ensemble, on respire pour 2. La bataille légale qui s'ensuivit fut un marathon d'audiences et de documents. Un labyrinthe bureaucratique où Étienne et Jacques apprirent à naviguer comme des marins dans la tempête. L'avocat parisien. Maître Leclerc. Un homme élancé aux lunettes cerclées d'or et à l'humour caustique, devint leur allié indéfectible. Messieurs, en France, l'amour est républicain. Mais les préjugés sont monarchiques. On va les guillotiner. Plaisanta Théil lors de leur première rencontre dans un café bondé d'Avignon. Les charges contre les assaillants à agression homophobe aggravée étaient solides. Soutenues par les témoignages des enfants, dont les voix enfantines résonnèrent dans la salle d'audience comme des flèches de vérité. Léa, perchée sur une chaise trop haute, déclara d'une voix claire, « Tonton Jacques et papa Étienne. Ils nous protègent. Les méchants? Ils ont peur d'eux parce qu'ils s'aiment fort. Le procès.
couvert par la presse nationale, transforma leur drame en cause nationale. Des manifestations fleurirent à Paris et Marseille, avec des banderoles Amour sans frontières et des arcs-en-ciel flottants au vent. Jacques, mal à l'aise sous les flashs, trouva refuge dans les bras d'Étienne lors des pauses. Je suis pas fait pour les caméras. Chérie, donne-moi un cheval et une selle. Pas un micro. Étienne, riant doucement, l'embrassait sur la tempe. Tu es mon héros texan. Et les héros gagnent toujours. Leur complicité, évidente et touchante, fit fondre les cœurs. Un journaliste du Monde écrivit, dans cette salle. Ce n'est pas un procès, c'est une renaissance. Parallèlement, la romance d'Étienne et Jacques s'épanouit en un jardin secret. Ils volaient des week-ends à la mer, à Cassis, où les calanques turquoises offraient un écrin à leur passion. Une après-midi, allongé sur une plage déserte, Jacques traça des motifs sur le sable avec un bâton, un cœur texan enlacé d'une vigne provençale. Épouse-moi. Étienne. Pas pour les lois. Pour nous. Étienne. Les yeux brillants. Acquiesça, oui. Cow-boy. Pour l'éternité. Leur mariage. Célébré dans une petite chapelle d'Arles ornée de lavandes fraîches. Fut un festin d'émotions, les enfants en tenue festive. Sophia lisant un poème d'amour. Amir menant un cortège de chevaux décorés. Le village, réconcilié en grande partie, apporta des gâteaux et du vin, même le nouveau maire. Une femme progressiste porta un toast à l'amour qui unit, pas qui divise. Avec la victoire judiciaire, peine de prison pour les assaillants et une indemnisation substantielle. La ferme s'agrandit. Ils ajoutèrent une aile pour les ateliers, accueillant des jeunes en détresse. Noah, désormais 18 ans, s'engagea dans une université à Montpellier pour des études en droits humains. Inspiré par leur combat, Jade lança un garage mobile pour les fermes locales, employant d'anciens orphelins. Les jumeaux, passionnés de sport, formèrent une équipe de rugby inclusive, où garçons et filles jouaient côte à côte. Mais la vie n'était pas un conte sans ombre. Jacques reçut une lettre de son frère cadet, Tommy, resté au ranch texan, père et mourant. Il regrette. Viens. Le dilemme déchira Jacques, pardonner ou tourner la page. Étienne, soutenant, l'accompagna à Austin. Le ranch, inchangé avec ses clôtures rouillées et ses vents chauds, accueillit un Big Jim cloué au lit, le visage émacié. Fiston. J'ai eu tort. L'amour, c'est pas une faiblesse? Murmura-t-il. Jacques, larmes aux yeux, pardonna, héritant du ranch comme un pont entre deux mondes. De retour en Provence, il y injecta des idées, élevage de chevaux camarguais croisés avec des quartés horse texans. Un projet qui prospéra. Leur amour, testé par le temps, resta le pilier. Lors d'anniversaire, ils dansaient nus sous la lune, riant de leur corps marqués par les ans. Tu es toujours mon mirage, soufflait Jacques. Et toi? Mon encre? Répondait Étienne. Les enfants, devenus adultes, revenaient pour les fêtes, apportant leur propre famille au conjoint. Enfants en formant un cercle élargi d'amour inconditionnel. Des années plus tard, la ferme Moreau Harlan devint un phare pour la communauté LGBT rurale.
Étienne a 50 ans. Cheveux grisonnants mais regard toujours vif. Diriger des séminaires sur l'adoption queer. Invitant des familles du monde entier. Jacques. Son accent texan adouci par le provençal. Gérait l'élevage. Exportant des vins infusés de lavande vers les États-Unis. Les 11 orphelins. Désormais des adultes accomplis. Incarnaient le triomphe de leur union, Léa. 20 ans. Exposait ses peintures à Paris. Ses toiles criant la résilience, Amir. Vétérinaire itinérant. Soignait les bêtes des nomades camarguais, Sophia publiait son premier roman. Un best-seller sur l'amour familial. Pourtant, de nouveaux défis émergèrent. Noah. En couple avec un artiste berlinois. Affronta le rejet de sa belle famille, Étienne et Jacques l'aidèrent à naviguer. Rappelant leur propre bataille. Jade, enceinte de son premier enfant, demanda conseil sur l'éducation inclusive. Les jumeaux, l'un footballeur pro, l'autre ingénieur, organisa un tournoi caritatif pour les orphelins. Une crise majeure survint quand une sécheresse ravagea la Provence, menaçant les récoltes. Jacques, pragmatique, importa des techniques d'irrigation texanes, Étienne rallia le village pour une chaîne de solidarité. Ensemble, ils sauvèrent la ferme, renforçant les liens communautaires. Leur passion, intacte, se muait en une tendresse profonde. Lors d'un voyage à Paris pour la Pride, ils marchèrent main dans la main. Symbole vivant d'espoir. On a gagné. Cow-boy, dit Étienne. Non. On gagne tous les jours, répondit Jacques. À mesure que le temps filait, Étienne et Jacques contemplaient leur legs. La Grange, centre névralgique. Hébergeait désormais un musée vivant, photos jaunies de leur début. Artefacts texans mêlés à des poteries provençales. Témoignages d'enfants devenus mentors. Léa organisa une expo, des ombres à la lumière, attirant des milliers. Jacques, confrontant son âge, écrivit un mémoire, du lasso à la lavande. Best-seller qui inspira des documentaires. Étienne, philosophe du cœur, publia des essais sur la famille choisie. Les petits-enfants arrivèrent, le fils de Noah, un bambin aux yeux bleus, appelant Étienne Pépé Provence. Les fêtes devinrent des sagas multigénérationnelles, avec barbecue texan et bouillabaisse. Un automne. Lors d'une récolte, Jacques s'effondra. Un infarctus mineur. Étienne veilla, priant comme au premier jour. La récupération fut une renaissance, voyage lent. Promenade au Rhône. Redécouverte du corps. Ils nous ont rejetés. Mais on a bâti un empire d'amour, murmura Jacques. Et ça dure, répondit Étienne. À 60 ans. Une polémique locale ou un projet d'urbanisation menaçant la ferme raviva les vieux démons. Des promoteurs, soutenus par des réactionnaires, attaquèrent leur mode de vie. Mais la famille, unie, contrat, pétition, médias, soutien des enfants devenus influenceurs. La victoire fut douce amère, mais affirmant leur ancrage. Jacques, affaibli, transmit l'élevage à Amir, Étienne. Les ateliers à Sophia. Leur amour. Un feu couvant.
s'exprimer en gestes, mains liées lors des couchers de soleil. Murmure dans la nuit. Dans leurs vieux jours, Étienne et Jacques, assis sur le porche, regardaient la Provence s'étendre, paisible. Les enfants, petits-enfants, formaient un cercle autour d'eux, partageant histoire et rire. Si j'avais su que ouvrir cette porte changerait tout, dit Jacques. Le destin l'a ouverte pour nous, répondit Étienne. Leur histoire, gravée dans les cœurs, inspirait un amour conquis, une famille forgée, un monde un peu plus doux.